Tiens, je vais commencer par une courte introduction qui me semble importante pour comprendre la genèse de ce plan de relance et des dispositifs favorables à la transition énergétique de l'industrie contenus dans ce plan de relance, et aussi comprendre qu'est-ce qui est attendu des entreprises. Alors, il faut noter que globalement, entre 2020 et 2030, le rythme de la transition énergétique s'accélère dramatiquement. D'une part parce que, bon, on a la pression de la part, la science nous dit que on est assez mal parti en matière de température de la surface terrestre, puisqu'on est déjà à plus de 1 degré de réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle, et que le GIEC nous dit que si on veut rester sous les 1,5 degrés, ce qui est l'objectif idéal de l'accord de Paris, bah, il faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à zéro, jusqu'à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, à l'échelle mondiale. Donc l'Europe, en conséquence, s'est fixé cet objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, donc c'est-à-dire d'équilibrer les émissions anthropiques de gaz à effet de serre avec les absorptions soit naturelles par les forêts, les champs, les prairies et les sols, ou artificielles avec la capture et stockage de CO2 notamment. Depuis 1990, bon là la référence est 2005, mais depuis 1990, l'Europe a réduit d'à peu près 23% ses émissions de gaz à effet de serre, donc entre 1990 et 2019, sans compter donc les effets de la crise. Mais pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l'Europe est en train de se fixer aujourd'hui un objectif intermédiaire à 2030 qui viserait à réduire de moins 55% au moins nos émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 à l'horizon 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui était déjà assez ambitieux entre 2018-2020 et 2030, puisqu'on visait une réduction de moins 1,8% par an, ce qui est la traduction des moins 40% entre 1990 et 2030, qui était l'ancien objectif. Donc ces moins 1,8% passeraient à moins 3,1% par an de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe, à comparer avec le rythme annuel de moins 0,9%, même pas 1% sur les 30 dernières années. Donc voilà, on fait plus que tripler le rythme de décarbonation de l'économie, alors que, bon, théoriquement, les choses assez faciles, on les a déjà faites. En France, c'est la même chose. La France a intégré dans sa législation l'objectif de neutralité climatique en 2050, pardon. Et puis voilà, on a fait des scénarios, enfin un scénario en particulier qui est la stratégie nationale bas carbone, où ils ont essayé de décomposer par grand secteur économique les émissions qui pouvaient être attendues à différentes échéances, notamment en 2050. On voit que là, sur le graphique en bleu, il resterait plus que 16 millions de tonnes d'émissions industrielles, comparé aux presque 80 millions de tonnes en 2019. Donc il faut encore diviser par 5, quand bien même on a quasiment réduit de moitié les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie en France. Voilà, ça c'est un autre tableau, un autre graphique de la stratégie nationale bas carbone, où on voit que il faut diviser par 5 les émissions de l'industrie. Donc un rythme qui s'accélère nettement. Du côté de la chimie a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 63% entre 1990 et 2019. Et France Chimie a anticipé qu'on pouvait réduire nos émissions, les émissions du secteur, de moins 26% dans le scénario le plus ambitieux. C'est des réductions qui se fonderaient, vous le voyez ça sur le tableau de droite, sur l'efficacité énergétique et sur la chaleur biomasse et les combustibles solides de récupération en priorité. De manière un peu plus marginale et seulement pour certains secteurs, l'abattement du protoxyde d'azote
et le remplacement des gaz frigorifiques par des alternatives avec un pouvoir de réchauffement global moins fort permettrait de jouer un rôle aussi. Mais c'est vraiment l'efficacité énergétique et la chaleur biomasse CSR qui feront la transition énergétique de la chimie à l'horizon 2030. Et c'est ces leviers que nous avons défendus dans le cadre de la préparation du plan de relance économique, et même en amont de ça, dans le cadre de l'initiative du plan du pacte productif 2025. Et c'est ce qu'on a finalement obtenu, des aides à l'efficacité énergétique et surtout à la chaleur biomasse et CSR dans le cadre du plan de relance. Voilà, cette introduction un peu longue sur en fait un rythme qui s'accélère pour la transition énergétique, donc une pression plus importante qui repose sur l'industrie en particulier, et des leviers qui sont à disposition des entreprises de la chimie qui ont été inclus dans le plan de relance. Voilà, ça c'est juste pour faire une synthèse. Je ne vais pas rentrer, peut-être lire tout le détail, mais il y a des enjeux pour les entreprises qui sont de plus en plus prégnants sur l'impératif et l'urgence de leur transition énergétique. D'abord, pour des questions de compétitivité, parce qu'on taxe encore de plus en plus le carbone fossile et les énergies fossiles. La réglementation aussi qui devient de plus en plus stricte pour contraindre toujours les entreprises à avoir de meilleures performances environnementales. En tout cas, aller jusqu'au plus près des meilleures techniques disponibles. Une question d'image et d'attractivité. Non seulement les étudiants, les jeunes diplômés demandent, aspirent à travailler dans des entreprises responsables, mais en plus, bon, les clients de plus en plus demandent aux entreprises à l'amont de la chimie d'avoir des produits responsables et moins émetteurs de gaz à effet de serre. Ça va devenir aussi un enjeu de financement, puisque les institutions financières sont aussi sous la pression de la société civile des gouvernements pour verdir leur portefeuille d'investissement et donc de privilégier de plus en plus des activités durables, avec toute la complexité de définir ce que recouvre le durable. Et question innovation, c'est que la transition énergétique va ouvrir de nouveaux marchés et va encourager le développement de nouvelles solutions qui répondent aux enjeux de la transition énergétique. Et là, la chimie a un fort rôle à jouer pour tout ce qui est les matériaux légers dans les transports, les énergies renouvelables, la performance énergétique des bâtiments, etc., etc. Donc voilà, il y a des raisons de s'interroger sur la place de son entreprise dans un monde bas carbone. Comment s'inscrire dans cette tendance-là? J'en viens au plan de relance, à moins qu'il y ait quelques questions d'ici là, mais c'était pour l'instant qu'une introduction. Petit aparté justement sur le plan de relance, simplement pour indiquer que ce webinaire en fait décarbonation s'inscrit dans un cycle plus large de Franchimie, de décryptage de l'ensemble du plan de relance. Donc suivront également des webinaires thématiques dédiés sur la partie compétitivité, sur la présentation des différentes offres sur territoire d'industrie et sur l'ensemble des autres mesures de soutien et de subvention. Et enfin un dernier focus sur le numérique. Et un second rappel également, c'est qu'en complément, nous mettons à jour régulièrement des infographies qui permettent de reprendre l'ensemble des mesures synthétisées. Donc, en l'occurrence, sur la partie donc décarbonation, nous avons deux infographies dédiées qui reprennent l'ensemble des mesures que va vous présenter Sylvain. Donc, elles seront mises à jour d'ici la fin de semaine pour les dispositifs 2021. Et nous vous enverrons avec le mail de remerciement de ce webinaire l'ensemble des liens correspondants. Là, je te relaisse la main, Sylvain, c'était important, je pense, de rappeler. Oui, ça. Merci Sacha. Et effectivement, le plan de relance donc, contient un axe fort sur la transition énergétique et plusieurs dispositifs rien que pour l'industrie. Ces dispositifs sont les suivants. Il y a donc une grande partie sur l'efficacité énergétique avec
d'une part, un appel à projet pour les gros projets, les gros investissements de plus de 3 millions d'euros. Bon, ça concerne généralement les grandes entreprises ou celles qui ont vraiment des projets de transformation très importants. Et oui, Excusez-moi de vous interrompre, Patrice Lemorvan, directeur de la Ciergerie de Lourdes. Les tableaux que vous nous présentez, qui sont plutôt bien d'ailleurs, qui sont plutôt agréables, on récupère quelque chose ou il faut arriver à tout noter? non, je peux vous mettre à disposition les slides, hein. Enfin, on Oui, peut les mettre à c'est disposition. intéressant. Et parce que je pense qu'on n'aura pas le temps dans la réunion de tout voir, mais ça m'intéresserait. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et j'aurais bien aimé pouvoir récupérer certaines choses si c'était possible, bien évidemment. Oui, oui, il y a rien de secret là-dedans. On va vous envoyer les slides et puis avec les liens vers les différents appels à projets et puis un peu de mise en contexte de tous les instruments du plan de relance. Et vous Je vous aurez remercie. aussi en complément les infographies qui reprennent de manière assez pédagogique l'ensemble de ces mesures. Donc, Ok, merci beaucoup. il y a de la matière. Voilà, donc je disais 2 axes sur l'efficacité énergétique, un pour les gros projets, un pour les plus petits projets jusqu'à 3 millions d'euros, pour certaines catégories d'équipements qui ont été précisées par arrêté et sur lesquels je vais revenir. Les appels à projets, c'est auprès de l'ADEME, donc c'est cyclique, il faut attendre le lancement du prochain appel à projet. Alors que la subvention pour les investissements de moins de 3 millions d'euros, c'est par guichet, donc sur demande auprès de l'agence de services et de paiement. À chaque fois, je vous ai mis les liens, donc que vous récupérerez. Sur la chaleur biomasse ou les combustibles solides de récupération, nous avons obtenu de la part du gouvernement qu'il y ait une aide à la fois à l'investissement dans les équipements, ce qui était le cas historiquement, mais aussi dans le fonctionnement des chaudières biomasse, de manière à compenser intégralement, enfin, on essaie de s'approcher au maximum, le différentiel de coût entre cette chaudière biomasse ou combustible solide de récupération et l'équivalent gaz, une solution s'appuyant sur une chaudière à gaz. C'est quelque chose de très nouveau et très positif parce que ça permet du coup aux entreprises de s'engager sans avoir à craindre sur une perte de compétitivité sur leur approvisionnement en chaleur. Bon, après, ça reste des appels à projets compétitifs, donc il faut proposer le meilleur prix pour pouvoir avoir le maximum de chances d'être retenu. Ces appels à projets sont pareils, sont cycliques et sont proposés par l'ADEME régulièrement. Je reviens après sur le calendrier. Et enfin, on a la voiture balai qui est électrification slash décarbonation, transformation des procédés, qui est un appel à manifestation d'intérêt, donc qui ne débouche pas sur une contractualisation avec l'ADEME, avec une subvention donc, mais c'est plus pour faire remonter ces idées de projet qui ne rentrent pas dans les cases précédentes, pour que ça débouche sur une aide ou un soutien des pouvoirs publics, si c'est pertinent. Au niveau du calendrier, donc c'est comme le plan de relance économique, ça s'étale entre 2020, 2021 et 2022, avec donc pour les appels à projets plusieurs sessions. Donc pour l'efficacité énergétique, par exemple, ça aurait dû être lancé là en janvier, février, mais bon, ça n'a toujours pas été lancé. On attend le lancement du deuxième appel à projet pour les gros projets d'efficacité énergétique. Sur le guichet de l'agence de services et de paiement, c'est en continu jusqu'au 31 décembre 2022. La chaleur biomasse et les CSR, on attend encore des appels à projets en 2021 et en 2022. Et pour tout ce qui est électrification et transformation des procédés, on attend aussi le lancement du deuxième appel à projet. On vous tiendra bien sûr informé du futur lancement de ces appels à projets, soit par le canal de Sacha, soit par le canal des régions, des Francimi régionales. Tout à fait. Donc, Sylvain, je vois que nous avons une question de M. Nassim Saint-Dizier qui nous demande quelle serait la meilleure solution entre la chaleur biomasse et le CSR. Ça dépend. Enfin, c'est une question, une réponse un peu facile. Non, c'est la chaleur biomasse, généralement, c'est des projets qui s'étalent sur une plus grande plage de puissance. Vous pouvez faire à partir de 3-4 mégawatts, ça existe, des petites chaudières biomasse.
et ça peut aller très loin, jusqu'à 80 mégawatts. 80 mégawatts, ça commence à devenir balèze, mais aux alentours d'une dizaine de mégawatts, ça se fait très bien, les projets de chiller biomasse. Les combustibles solides de récupération, l'avantage, c'est que il y a une ressource qui est relativement abondante parce qu'on est exportateur de déchets en France. Il y a des zones comme, je sais pas, la Bretagne, où il y a pas mal de déchets, notamment déchets bois, donc avec très fort contenu biomasse, qui est exporté parce qu'ils ne trouvent pas de marché en Bretagne ou dans les régions limitrophes. Donc un combustible qui est plus disponible que la biomasse, où ça peut être compliqué dans certaines régions. Mais la contrainte, c'est que c'est souvent des fortes puissances parce que ça nécessite la mise en œuvre d'une logistique qui est un peu plus compliquée et puis de traitements de fumée qui sont aussi plus compliqués. Donc il y a un gain, il y a des effets d'échelle qui sont plus importants. Sur la chaleur biomasse, c'est plus fréquent de voir des petits projets. Et l'ADEME, on a subventionné et on subventionne régulièrement, notamment, je sais pas, pour chauffer des zones d'activité, des piscines ou ce genre de choses. Très bien, merci Sylvain. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur Saint-Dizier? C'est bon, parfait, vous venez de répondre. Je précise que les projets de chaleur biomasse ou de combustible solide de récupération, c'est souvent fait avec un prestataire, un tiers opérateur qui prend en charge souvent l'investissement et qui opère l'installation. Parce que c'est quand même un métier différent de celui de chimiste. C'est pas aussi facile que de piloter une chaudière gaz. La chaudière gaz, on l'allume, on l'éteint, c'est limite un bouton on-off, alors que des chaudières biomasse ou combustible solide de récupération, c'est des installations plus compliquées qui demandent à mettre en place une logistique assez importante, à la fois à l'amont pour s'approvisionner en combustible, mais aussi à l'aval parce que il faut se débarrasser de tous les déchets qu'on peut retrouver là-dedans et surtout des cendres. Puis l'installation n'est pas très simple à piloter. Je fais la pub pour personne, mais bon, c'est le constat que c'est souvent des entreprises spécialisées qui s'occupent de ce genre d'installation. Parfait. Donc nous avons une autre question sur une question d'ordre de grandeur de monsieur Calvet, qui nous demande si on a assez de biomasse et de déchets pour atteindre l'objectif de décarbonation de l'industrie. Pour atteindre l'objectif de décarbonation de l'industrie, ça, je ne sais pas. Je peux dire que c'est contraint. Il y a une ressource qui est limitée. C'est difficile à dire. Aujourd'hui, on en a. C'est pas un risque considérable. Mais il peut y avoir déjà des tensions locales sur la biomasse, notamment. Vous voyez le projet de Gardanne de conversion de la chaudière, de la centrale charbon vers la biomasse, ça crée des tensions localement parce que du coup, ça bouleverse un peu le marché du bois. Mais c'est des marchés qui sont assez compliqués. C'est pas la même chose que le gaz ou le pétrole. C'est très local, très spécifique, et puis avec des produits qui sont très différents. C'est sûr que à long terme, il va falloir se partager la ressource. Mais aujourd'hui, il existe de la ressource. Des combustibles solides de récupération, il y en a parce que les déchets, comme je disais, ils nous en restent sur les bras chaque année, donc on les exporte. Et la biomasse, on reste quand même, aujourd'hui, on n'exploite que la moitié de la forêt française. Et donc, on fait sortir de la forêt que la moitié de la croissance biologique des plantes. Donc, il y a du potentiel. Très bien. Merci. Merci pour ces précisions, Sylvain. Ok, je vais faire un focus sur le guichet de décarbonation de l'industrie. Donc, le guichet, pardon, efficacité énergétique pour l'industrie, puisqu'il s'adresse spécifiquement aux TPE-PME. Je rappelle, c'est une subvention directe disponible par guichet pour les investissements dans l'efficacité énergétique, mais aussi dans d'autres équipements qui permettent la décarbonation de l'industrie, avec juste la contrainte que ce soit des projets de moins de 3 millions d'euros.
Sachant qu'on ne peut pas découper un projet en plusieurs petits projets de moins de 3 millions d'euros. On ne peut pas subdiviser un gros projet. Quelques références, c'est le décret 2020-1485 qui établit ce système d'aide, mais c'est surtout l'arrêté du 7 décembre relatif aux modalités de gestion de l'aide auquel il faut porter attention, puisque c'est ça qui décrit la manière de déposer un projet et surtout quels équipements sont couverts par cette subvention. Ça concerne surtout la récupération de chaleur, avec donc des chaudières de récupération, des échangeurs thermiques, le préchauffage de produits par les rejets thermiques. Donc ça, cette fois, c'est focalisé sur les produits. Si on veut préchauffer l'air entrant en chaudière, c'est sur les échangeurs thermiques. La captation de chaleur des produits aussi. Valorisation énergétique de gaz fatal ou production d'électricité avec de la chaleur fatale qu'on récupérerait. Voilà, ça c'est vraiment la dimension récupération de chaleur fatale est très importante. Ensuite, on a des choses sur la deuxième colonne pour récupérer l'énergie de freinage de certains équipements, machines tournantes notamment. Un suivi des performances énergétiques avec des outils numériques. La récupération de froid, donc de frigorie. Recompression mécanique de vapeur, c'est des choses qui se font de plus en plus, ça, avec les pompes à chaleur haute température. Ces deux-là peuvent rentrer en fait dans un cadre, entre guillemets, électrification, puisque ça permet, avec des outils électriques, de récupérer beaucoup de chaleur et donc d'éviter la combustion de combustibles fossiles. La régulation automatique de four, de séchoir, etc., avec des outils numériques, et pareil, contrôle du rendement avec des outils numériques. Et enfin, la partie vraiment électrification, avec du remplacement de matériel de combustion par des outils fondés sur l'utilisation d'électricité, électrification du chauffage, séparation de produits avec un système mécanique ou électrique plutôt que par voie thermique, et pareil, désinfectation ou pasteurisation avec un procédé électrifié plutôt qu'un procédé qui utiliserait du gaz ou du fioul. Voilà, et ça couvre vraiment un très grand champ de projets, et la plupart des entreprises qui ont des projets, souvent, elles arrivent à le caser dans une de ces cases-là. Quelle est la subvention? Donc, c'est une subvention qu'on demande à l'ASP avant de lancer le projet, avant de signer les devis et avant, bien sûr, de payer le prestataire ou le fournisseur. Et la subvention est versée si l'agence de services et de paiement a bien approuvé en amont le dossier et qu'on justifie du paiement des factures à la fin du projet. La subvention, le niveau de subvention dépend de la taille de l'entreprise, selon qu'elle est petite, moyenne ou grande entreprise, donc avec des critères qui sont fixés par la législation et surtout par le cadre européen en matière d'aide d'État. Et selon les différents équipements, sur les équipements des deux premières colonnes, vous avez des subventions un peu plus importantes que sur les équipements de la troisième colonne. Ça, je ne sais pas exactement pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a des subventions avec les certificats d'économie d'énergie qui sont assez importantes. Et donc, un niveau de subvention qui peut être très variable sur une petite entreprise, donc moins de 50 salariés et un bilan ou un CA inférieur à 10 millions d'euros. Ça peut aller jusqu'à 50% de l'achat de l'équipement. Je précise que ça peut aller un peu au-delà de l'achat de l'équipement, parce que ça peut aussi financer les prestations de conseil ou d'installation de l'équipement ou de réglage de l'équipement ou même de formation du personnel pour utiliser l'équipement. Donc l'assiette de subvention est assez large, mais ça ne peut pas couvrir les audits ou les études techniques faites en amont du projet. Et ça peut aller jusqu'à moins de 10% de subventions pour les grandes entreprises qui ont déjà atteint certaines aides, plafond d'aide. À noter, c'est que cette subvention est cumulable avec les C2E.
Toutefois, la subvention pourra porter que sur le montant de l'investissement, moins la subvention apportée par les C2E. Mais les C2E viennent quand même bonifier la subvention obtenue pour ce genre d'équipement. Et par contre, les autres subventions, notamment de l'ADEME, viendront en déduction de l'aide de la subvention attribuée par l'Agence de services et de paiement pour se conformer à la législation européenne en matière d'aide d'État. En fait, c'est très technique, c'est que les C2E ne correspondent pas à une aide d'État parce que c'est un mécanisme parafiscal. Mais bon, retenez qu'on peut cumuler cette subvention de l'ASP et les C2E. Voilà quelques détails logistiques. Donc, comme je disais, c'est avant la signature d'un devis ou d'un contrat qu'on demande, qu'on fait une demande auprès de l'agence de services et de paiement. Donc, il y a des formulaires qui sont disponibles. Il faut envoyer ça par courrier imprimé et en plus par voie électronique pour les prévenir. Généralement, ça se passe assez bien, les relations avec l'agence de services et de paiement. Et donc, on a tout intérêt à faire connaître ses intentions bien en amont du projet. Il y a quelques conditions, c'est qu'il faut être en règle avec ses obligations fiscales et sociales, donc on vous demandera une attestation. Et comme je disais, c'est pour les investissements de moins de 3 millions d'euros. Vous pouvez demander conseil dans le montage de votre projet auprès de l'ADEME ou la Direction générale des entreprises. Et puis même si vous avez un projet qui ne rentre pas dans les cases, c'est toujours bien de le faire remonter auprès de l'ADEME ou de la Direction générale des entreprises, parce que soit ils pourront vous orienter sur un autre système de soutien, À la cantine. soit ils pourront retenir que votre projet ne tombe pas dans les cases et donc adapter l'aide plus tard pour faire en sorte qu'elle couvre aussi votre projet. Oui. D'accord. D'accord? Il y a quelqu'un qui parle? Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Sauf si vous avez des questions, bien sûr. Je n'y serai pas. Quelques retours d'expérience des lauréats. Bon, ça concernait surtout les appels à projets, mais et pas que sur la partie transition énergétique. Mais je pense que ça vaut pour toutes les aides et pour tous les soutiens du plan de relance. On déconseille d'utiliser des consultants, ou en tout cas d'envoyer des consultants à la place de l'entreprise pour présenter les projets. Pour un dossier de réponse à un appel d'offres, il faut compter entre 10 et 20 jours ETP pour faire toutes les formalités. La réponse est positive, enfin les réponses positives sont transmises après 6 semaines seulement, en moyenne. Il y a eu peu de présentations devant les organismes en charge de la sélection des projets. Bon, c'était peut-être valable sur 2020 parce qu'il y avait un calendrier très serré, mais bon, ça se passe assez bien. Pour un bon dossier, il faut quand même interagir avec la BPI, la Directe ou l'ADEME en amont du dépôt du dossier et bien démontrer que votre projet répond à l'ambition du plan de relance et donc utiliser les mots-clés du cahier des charges ou des critères de l'aide, montrer que c'est bien un projet de transformation industrielle, bien s'aligner avec le cahier des charges et puis démontrer les gains environnementaux, l'intégration du numérique, etc. Bon, après, il y a eu quelques demandes de précision de l'administration sur la partie financière ou démontrer les gains environnementaux, mais généralement, ça se passe assez bien. Et les difficultés qui ont été rencontrées par certains adhérents, c'est la difficulté à contacter l'administration, mais ça, pareil, ça valait peut-être plutôt pour 2020 parce que les délais étaient très serrés, donc voilà, il y a eu une pression initiale sur les délais. Voilà, ça c'est à peu près, dans les grandes lignes, les règles des lauréats.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet du plan de relance, mais je veux juste rappeler qu'il existe d'autres aides à la transition énergétique de l'industrie, notamment des aides pour la transition des TPE-PME qui avaient été lancées en février ou mars 2020, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments avec un crédit d'impôt, des outils de diagnostic, donc soit d'autodiagnostic avec un outil fourni par BPI France, ou le Diag EcoFlux, qui est un accompagnement des TPE-PME pour mener un audit sur les flux de matière, de consommation d'eau, d'énergie ou de déchets, et également des prêts verts. Des prêts verts, justement, bah, c'est pas une liste à prêts verts, mais presque. Des prêts de 10 à 1 million 10 000 à 1 million d'euros sur 3 à 10 ans pour financer les projets d'efficacité énergétique. Bon, ce n'est pas des aides qui ont l'ampleur des aides que j'ai décrites précédemment, mais bon, pour certains projets, ça peut être bénéfique. Avez-vous des questions? Non, moi, il n'y a pas de questions. Non, je pense que tout était très clair. Je ne sais pas. Ah, je vois que Vincent Mage a une question. Oui, bonjour à tous. Une remarque et une question. Une remarque, c'est que je trouve qu'il y a un point important de l'introduction de Sylvain qui est de montrer que la pente de réduction qui est attendue des industries en général et de la nôtre en particulier continue à se baisser. Donc les efforts attendus sont de plus en plus importants. Et comme Sylvain l'a dit, comment on dit, les low-hanging fruits, les fruits les plus faciles, on les a déjà cueillis, voire mangés. Et quelque part, alors là, je ne veux pas faire l'apologie du plan de relance non plus, mais on entre bien dans une phase où les efforts d'efficacité énergétique, de performance énergétique qu'on fait tous depuis le premier choc pétrolier, hein, ça remonte à 45 ans, voire plus, suffisent plus à tenir le rythme qui est attendu de nous et que les investissements sont sans doute nécessaires. Alors, en cette période, lancer des investissements, c'est pas simple. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le timing et le format du plan de relance colle bien avec non seulement nos besoins et les besoins en termes de performance climat, CO2. Donc, on peut se féliciter. Maintenant, c'est un soutien à l'investissement. Hein, donc, c'est évident que le taux de subvention ne permet pas de couvrir l'ensemble de l'investissement. Ça tourne plutôt entre 20 et 30% selon les dispositifs, etc. Ça, c'est ma remarque. Et ma question, Sylvain vient de vous présenter un petit retour d'expérience de certains lauréats. Est-ce que parmi ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, vous avez eu d'autres expériences à partager, soit en positif, soit en négatif d'ailleurs, parce que ça peut nous aider aussi à faire remonter auprès des ministères ou de l'administration les changements à mettre en œuvre. Voilà, donc est-ce que vous avez des expériences de dépôt de dossiers, notamment sur les sujets qu'on vient d'aborder vis-à-vis de l'ADEME? Merci Vincent. Oui, Nicolas Dugeneté, Dombasle, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, dans le cadre du site de Solvay-sur-Dombasle, donc on est en collaboration pour une centrale CSR, hein, donc c'est un projet qui est connu. Donc plutôt une collaboration très efficace, avec un dialogue très intéressant, que ce soit dans le cadre de la DGEC ou de l'ADEME, pour travailler en bonne collaboration, en bonne intelligence. Donc, en général, je dirais que c'est plutôt positif.
Monsieur Calvé, je vois que Oui, vous avez levé la main. est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend très Oui. bien. Oui, alors, deux points que je voudrais soulever. Nous, alors, je travaille sur un site industriel en PACA. Nous avons fait une demande auprès de l'ADEME. Nous avons eu une discussion ce matin également sur des projets effectivement d'économie d'énergie, d'intégration thermique, bon, des choses, on va dire, classiques. Bon, la surprise que j'ai eue, donc je vais partager avec vous, c'est que, alors sans entrer dans le détail, parce qu'après il y a une propriété intellectuelle, et puis etc., mais bon, je vais essayer de simplifier, mais on a sur notre site une batterie de colonnes à distiller. Et il se trouve qu'une colonne, bon, c'était une colonne qui est très très ancienne, qui n'est pas, on va dire, adaptée au type de distillation qu'on fait. Et pour la faire fonctionner, alors j'espère que les spécialistes vont comprendre, mais pour la faire fonctionner, comme elle est trop grosse, on augmente le trafic pour qu'il n'y ait pas de pleurage. C'est-à-dire qu'on chauffe beaucoup et on a un reflux très élevé. Donc bien sûr, la séparation se fait, mais au coût d'une performance énergétique catastrophique. Et en fait, dans la discussion, ce que l'ADEME m'a dit, oui, mais si vous remplacez la colonne parce qu'elle n'est pas performante, parce qu'une nouvelle colonne, on ne va pas pouvoir financer ce genre de choses parce que nous, on prend un référentiel d'une colonne qui, entre guillemets, fonctionnerait correctement. Donc, dit autrement, ce que la subvention attend, si j'ai bien compris, c'est ce que la subvention va faire, elle va nous subventionner ce qu'on fait en plus de ce qu'on appelle le best in class. Et là, c'était une sorte de douche froide pour nous parce que effectivement, des fois, il se trouve qu'on est sur un site industriel qui est très très ancien, et lorsqu'on veut améliorer la performance énergétique, c'est sûr que le référentiel, c'est pas le best in class, c'est précisément ce que je fais tourner. Ça, c'était une première remarque que je voulais partager avec vous, donc je ne sais pas si ça peut concerner un certain nombre de personnes. Cela étant, on a une très très bonne discussion avec l'ADEME, et donc je trouvais ça très très intéressant. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que effectivement, les industriels en général sont de plus en plus sensibles à cet objectif ou nécessité, comme vous l'a présenté en introduction. Si on prend le problème climatique au sérieux, on se rend compte qu'on a un petit problème bientôt. Et donc, en tant qu'industriel, on peut prendre ça au sérieux. Et donc, on devrait apporter notre pierre à l'édifice pour décarboner. Bon, ce qui me turlupine un petit peu, c'est qu'en tant qu'industriel, mon travail aussi, c'est de gagner de l'argent. C'est de faire de l'argent. Et donc, quand on regarde tout ce qui est réduction énergétique et qu'on calcule un petit peu si je vais gagner de l'argent en faisant ça, la réponse est non. Ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. Quand je veux faire une intégration thermique sur un échangeur, je ne vais jamais récupérer mes billes. La seule chose ou la seule raison pour laquelle je pourrais éventuellement récupérer mes billes, c'est si j'ai une visibilité, c'est ça qui nous manque, sur la taxe carbone. Parce que j'ai du mal à imaginer, avec le défi qu'on a au-devant de nous, que la taxe carbone va rester à 20 € la tonne, ou 25, je ne sais pas. Et si on avait cette visibilité, parce que quand on fait un investissement, messieurs, comme vous le savez, ce n'est pas pour 2-3 ans, c'est pour 10-15 ans. Et si on avait une visibilité de la taxe carbone à 10-15 ans, je pense que ça changerait la donne sur la célérité avec laquelle on investisserait pour décarboner. Aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, quand on fait nos calculs, alors peut-être on s'est trompé dans nos calculs, mais avec la taxe carbone qu'on a et avec l'investissement que je dois mettre de la table pour décarboner, presque aucune des idées que j'ai ne vont passer. Par contre, si la taxe carbone part en flèche, bien sûr, je ne le souhaite pas, mais ce que je veux, c'est avoir de la visibilité pour prendre une décision. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage très, très enrichissant. Je ne sais pas si Vincent ou Sylvain, vous avez un commentaire à faire par rapport à ce cas d'usage. Je vais commencer. C'est vrai que sur le premier point, vous avez raison. L'esprit de France Relance, c'est en effet de financer, de subventionner même la partie de l'investissement qui apporte un gain environnemental ou un gain en termes de souveraineté pour les principes actifs, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours. Et ce gain, il est mesuré par rapport à. Vous avez mis
le doigt sur le point qui est bien évidemment délicat, sur un référentiel qui est tout à fait discutable. Et c'est là où le dialogue avec l'ADEME ou d'autres pouvoirs publics est clé pour trouver le bon référentiel. Et ça ne doit pas être en effet toujours très simple. Sur le deuxième point, alors, la taxe carbone, ça rappelle un souvenir de couleur jaune, si vous voyez ce que je veux dire. Certains se sont quand même brûlés les doigts sur le sujet. Bien sûr. Normalement, il y a une trajectoire qui est prévue et qui a été un peu bousculée. Et ce que vous demandez est tout à fait légitime et on ne peut plus partager avec beaucoup d'autres acteurs, même au niveau du système de quotas de CO2 au niveau européen pour les industries qui sont visées. L'absence de visibilité sur la montée du prix du coût du prix du quota de CO2, de la tonne de CO2, est pas simple. Alors sachez qu'elle a quand même frôlé les 40 € là, il y a quelques jours, ce qui est quand même un événement, puisque c'est la première fois depuis 15 ans que le système existe. Donc a priori, le coût carbone, la valeur carbone ne devrait pas cesser d'augmenter. Mais de combien et quand, ça, personne n'est capable de le formaliser. Ouais. Soit pour des raisons techniques, entre guillemets, c'est comme le prix du pétrole, on ne sait pas ce qu'il va devenir, soit pour des raisons politiques, et CF, ce qui s'est passé il y a 2 ans. Sylvain, tu veux rajouter ? Oui, on n'a pas mentionné, mais il est possible de candidater à plusieurs appels d'offres en même temps, en parallèle. Notamment sur les remplacements de gros équipements stratégiques ou enfin qui permettent d'accroître la capacité de production ou de maintenir une forte capacité de production. On peut candidater à la fois sur la partie efficacité énergétique, souvent parce que c'est des procédés ou des équipements plus performants, mais aussi sur les appels à projets résilience ou capacity. Donc, c'est des choses qui sont faisables, et puis on gagne sur l'un ou sur l'autre, mais pas les deux. Mais en tout cas, on accroît ses chances. Et puis, bon, c'est vrai que sur la taxe carbone, bon, je ne sais pas trop quoi en penser du coût carbone, à combien il faut qu'il soit, puisque bon, s'il est trop élevé, on ne va plus investir en Europe, et s'il est trop bas, ça ne fait pas déboucher certains projets. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de projets dans les tuyaux, dans les entreprises, qui sont coincés parce qu'ils ont des temps de retour qui sont de 3, 4, 5 ans, et qu'avec une subvention de 30-40%, ceux-là, ils passent. Et donc, il y a quand même une réserve d'économie d'énergie dans lesquelles il faut aller piocher. Et, enfin, voilà, ces appels à projets, ces aides du plan de relance ont pour but de piocher dans cette réserve. Pour aller plus loin, effectivement, il faudra avoir un prix du CO2 global, enfin, global, c'est ce qu'on espère, qui augmente. Peut-être qu'avec la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce qu'on appelle vulgairement la taxe carbone aux frontières, on pourra faire augmenter le prix du CO2 un peu plus rapidement en Europe. C'est ce qu'espère faire la Commission européenne et la France aussi. La France qui plaide pour ce mécanisme et aussi pour un tunnel de prix du CO2, ce qui n'est pas sans difficulté non plus. Et comme disait Vincent, le prix aujourd'hui, il est monté à 40 € la tonne. Bon, je ne sais pas s'il y a un mouvement spéculatif sur la question, sur ce marché ou pas, mais bon, c'est vrai qu'il est difficile d'y voir clair. Peut-être que le soufflet va retomber. Peut-être que c'est parti pour rester sur des niveaux élevés. Merci Sylvain. Nous avons encore un peu de temps pour un ou deux autres témoignages. Je ne sais pas si les personnes qui n'ont pas pris la parole jusque-là désiraient nous faire part d'un cas particulier ou d'un témoignage à ce sujet ou d'une question. C'est encore un peu de temps. Non, bon. Je vais profiter du coup des dernières minutes simplement pour vous montrer à quoi ressemble justement tout notre dispositif de pédagogie autour du dispositif France Relance et notamment des infographies pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément vu sur
sur notre site internet. Donc c'est assez simple pour y accéder. Alors, je ne sais pas si j'ai accès au partage. Alors, voilà. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil de Franchimie, vous n'avez qu'à faire basculer voilà, dans les actualités et vous avez donc l'onglet de décryptage et des infographies qui, je vous dis, va être mis à jour avec les nouveaux dispositifs donc, dans le courant de la semaine, mais qui a date à un ensemble de dispositifs qui sont encore valables pour 2021. Alors, on va simplement enlever tous les dispositifs 2020 et remettre une page sur l'accompagnement et les nouveaux dispositifs 2021. Mais voilà, et par exemple sur la décarbonation, il vous suffit de faire défiler cette page et de récupérer donc le dispositif décarbonation qui ensuite vient s'ouvrir voilà, sur une page dédiée. Et donc par exemple l'efficacité énergétique, il vous suffit de cliquer pour récupérer donc la fiche correspondante avec les informations, les dates, les montants et les structures à contacter. On essaie au maximum de le mettre à jour dès qu'un nouveau dispositif est mis en place. Et vous avez aussi les dispositifs annexes TPE-PME que Sylvain a présenté tout à l'heure, tels que les prêts verts, les objectifs recyclage, les diag ou les démonstrateurs, ou les prêts économie d'énergie. Voilà. Donc vous avez aussi la même chose pour les territoires d'industrie, les appels à projets secteurs stratégiques, le numérique. Nous sommes en train également d'en créer un pour le dispositif France Relance Export. Donc on vous joindra les liens au mail de fin de webinaire avec la présentation. Donc bon, du coup on va pas vous prendre plus de temps. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup Sylvain pour cette analyse, cette pédagogie et également à Vincent pour ton analyse complémentaire et pour les témoignages qui en ont découlé. Donc, comme je vous disais en introduction, d'autres webinaires vont suivre. Donc, pour le prochain webinaire donc, dédié France Relance, je vous donne donc la date de suite. Ce sera courant mars et c'est le jeudi 4 mars de 14h à 15h. Nous enverrons voilà, une invitation. Donc, ce sera un webinaire plus large sur l'ensemble des mesures de France Relance, avec un focus sur les sujets que nous n'avons pas traités aujourd'hui, tels que voilà, les secteurs stratégiques ou territoires d'industrie. On est en train de caler une dernière date aussi pour un webinaire spécialisé sur les guichets France Num et les dispositifs d'aide à la transition numérique. Nous ferons également parvenir une date, mais ça sera vraisemblablement courant mars également. Enfin, je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, donc le 18, nous avons un webinaire sur les conséquences du Brexit pour les PME et avec une mise à jour voilà, de Pascal Perrochon et de Lamia Djilali. Donc, nous essayons de couvrir un scope le plus large possible pour les PME et les ETI. Ben, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Alors, non, ce n'est pas une question. Parfait. Donc, bah, écoutez, je vous remercie pour votre temps. Nous vous envoyons... Ah, je vois qu'il y a une question de Manon Couturier. Je vois que la main est levée. Oui, bonjour. Désolée, j'arrive un peu à la fin pour les questions. C'est C'est juste, nous concernant, nous, on avait déposé un dossier pour secteur stratégique et résilience. Ça datait de novembre, on n'a toujours pas de retour, nous. C'est pour savoir si en termes de délai, vous avez des informations. On s'est renseigné comme quoi il y avait quand même énormément de dossiers déposés, donc ça pouvait prendre du temps. Mais voilà, si vous avez un retour sur ces sujets-là de délai de traitement de dossiers. Je vais tenter une réponse parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers. Il y a eu un engorgement au niveau de la DGE, de BPI France et de la DGE qui traitent ces appels à projets en particulier. Les dossiers déposés l'année dernière valent pour l'appel à projet qui a été prolongé jusqu'au mois de juin 2021. Donc, oui, il faut rester patient. Voilà, c'est ça la difficulté du sujet. Je suis désolé, mais c'est ce que nous disent les gens de la DGE et de la BPI France. Ouais. Ok, bah merci. C'est les mêmes retours qu'on avait, mais c'était au cas où il y avait quelque chose qui s'était débloqué entre-temps. Mais ok, merci. Voilà. Parfait. Ben, c'est le dernier moment pour poser vos questions, sinon on va clore ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps
Donc, un replay du webinaire sera disponible si vous voulez retourner sur des éléments ou sur certains points que Sylvain a présenté. On va également vous faire parvenir la présentation et les infographies. Donc, normalement, avec tout ça, vous avez tous les éléments en votre possession pour répondre du mieux possible à ces appels d'offres. Donc, j'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une très joyeuse après-midi. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.